pour plusieurs raisons. Et déjà parce que c'est un ami avec qui on travaille sur des projets très intéressants. Et donc, c'est un grand honneur pour nous, au niveau de la Société française du cancer, de pouvoir vous le présenter aujourd'hui dans le contexte de ce qu'il va vous présenter. Voilà, alors, le professeur Harry Sokol est gastro-entérologue. Il officie, si j'ose dire, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il est donc professeur dans le département de gastro-entérologie de l'hôpital Saint-Antoine. Il est aussi surtout co-directeur d'une équipe qui travaille sur le microbiote, intestin et inflammation, une équipe INSERM. Et il est également un chef du groupe, le chef du groupe IMIPAT, qui est en fait un groupe relié à l'INRA et à Micalis. En fait, son grand domaine, vous l'avez compris, c'est le microbiote. Et le microbiote est une spécificité qui intéresse beaucoup de médecins. Il n'y a pas, bien sûr, que les oncologues et les cancérologues, puisque vous savez que ça concerne aussi des maladies inflammatoires du tube digestif. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la cancérologie, les domaines sont très vastes dans les prédispositions, notamment au cancer potentiellement du côlon, mais aussi dans un certain nombre de toxicités, des drogues de chimiothérapie, d'effets, bien évidemment, des antibiotiques sur le microbiote, avec les conséquences qui peuvent exister, notamment dans des modèles thérapeutiques tels que la greffe de cellules souches hématopoïétiques, etc., etc. Donc, je pense que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument qu'on présente ici aujourd'hui. C'est un expert qui est internationalement reconnu dans plusieurs types de domaines, et notamment les maladies inflammatoires du tube digestif, mais il collabore beaucoup avec un certain nombre d'oncologues, et notamment par rapport au cancer du tube digestif, mais il collabore aussi beaucoup avec des hématologues dans le contexte de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a énormément publié dans ce domaine. Je pense qu'il suffit juste que vous vérifiez, mais vous serez assez impressionné comme je le suis. Il est président du groupe français de transplantation fécale, qui est un groupe nouveau, je pense, depuis quelques temps, mais qui est particulièrement actif et avec qui on a toujours plaisir d'échanger, notamment dans toutes ces particularités de la transplantation fécale. Et il coordonne le FHU Paris Centre for Microbiote Medicine, donc qui est finalement un regroupement d'un certain nombre d'universitaires qui s'intéressent au microbiote. Voilà, donc j'ai sûrement oublié des choses, tellement Harry est quelqu'un de brillant. Mais je pense que cette introduction vous permet un peu, d'une part, de percevoir l'immensité du thème et l'intérêt, mais aussi la grande chance qu'on a ce soir pour nous présenter donc cette thématique. Donc merci Harry. Merci beaucoup pour la présentation, pour l'introduction. Donc, je vais partager mon écran immédiatement. Voilà, donc je vais vous parler du microbiote intestinal, peut-être un nouvel acteur en cancérologie. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Donc, voilà mes liens d'intérêt. D'abord, on va replacer un petit peu les acteurs, les forces en présence, entre guillemets. Donc, pour un adulte qui fait 70 kg à peu près, on a 2 kg de contenu intestinal. Alors, ce n'est pas 2 kg de micro-organismes. Hein. Dans l'intestin, il y a beaucoup d'autres choses, notamment de l'eau. On estime que l'on a dans l'intestin autant de bactéries que de cellules dans notre corps, c'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance 13. Et pour vous donner une idée, dans 1 gramme de matière fécale, vous avez plus de 100 milliards de micro-organismes. Dans nos cellules, si tout va bien, on a un génome humain. Et si tout va bien aussi, ce génome humain, c'est le même dans toutes nos cellules, bien qu'en cancérologie, ce ne soit pas toujours le cas. Si on met bout à bout les gènes qui sont présents dans le microbiote d'un être humain, ça représente en quantité d'informations 25 fois le génome humain. Donc, ça vous donne une idée des capacités fonctionnelles, au moins théoriques, qui sont présentes dans le microbiote. Donc, dans le microbiote, on a des bactéries, notamment au niveau colique, des bactéries anaérobies. Ce sont les dominants et de loin. Et ces bactéries, elles appartiennent notamment au phylum des firmicutes et des bactéroïdetes. Ce sont des bactéries qu'on connaît assez mal en médecine, puisqu'elles sont extrêmement difficiles à faire pousser. Et donc, quand vous faites une coproculture, vous n'avez absolument aucune chance de faire pousser ces bactéries, car il faut des conditions de culture extrêmement spécifiques.
Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres types de micro-organismes dans l'intestin, des champignons, mais aussi des virus, notamment les phages, qui sont des virus qui ciblent les bactéries et qui jouent un rôle dans la modulation des populations bactériennes dans l'environnement et probablement dans l'intestin également. Et encore d'autres types de micro-organismes, des archées et des protistes, ce qui fait qu'on a un écosystème extrêmement complexe, extrêmement dense, avec des interactions multiples qui rendent bien sûr les choses assez compliquées à explorer. On a chacun notre microbiote intestinal différent, tout du moins en termes de composition. Ici, c'est une étude qui a déjà plus de 10 ans, mais qui est assez représentative. Vous avez une quinzaine de sujets qui sont représentés ici, et vous voyez que la composition en grands groupes bactériens est finalement assez variable, voire très variable, d'un sujet à l'autre. Maintenant, si au lieu de regarder le nom des bactéries, on s'intéresse à ce que ces bactéries sont capables de faire, leurs fonctions, et qu'on classe ces fonctions en grandes catégories, et bien là, on voit que globalement, les fonctions qui sont portées par le microbiote de différents sujets sains sont globalement les mêmes, ce qui est finalement assez rassurant. Si on prend des individus qui vivent dans un environnement à peu près similaire, leur microbiote doit répondre aux mêmes fonctions. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est bien sûr intéressant de regarder le nom des bactéries, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de regarder les fonctions qui sont portées par ces bactéries. Ce microbiote, justement, en termes de fonctions, il va remplir un grand nombre de fonctions pour nous, pour leur hôte. On peut classer en différents groupes. D'abord, des fonctions métaboliques. Le microbiote va jouer un rôle dans la prolifération, la différenciation des cellules épithéliales de l'intestin, le métabolisme des xénobiotiques, que l'on va pouvoir ingérer involontairement ou volontairement, la synthèse de vitamines, notamment la vitamine K, les folates. Le microbiote va fermenter des sucres non digestibles par nos enzymes humaines, et notamment tout ce que l'on appelle les fibres végétales, les fibres alimentaires, que nos enzymes humaines ne sont pas capables de digérer, que les bactéries de l'intestin vont digérer pour nous, et libérer notamment des acides gras à chaîne courte, qui sont une source d'énergie pour les cellules de l'intestin, mais aussi qui ont d'autres effets, notamment sur l'immunité. Le microbiote va jouer un rôle sur la fonction barrière de l'intestin, notamment en renforçant les jonctions serrées entre les cellules de l'épithélium, en induisant la sécrétion des immunoglobulines A dans la lumière intestinale, mais aussi la production de peptides antimicrobiens, des sortes d'antibiotiques naturels, par les cellules épithéliales également. Un rôle majeur dans la stimulation, la maturation du système immunitaire, que ce soit bien sûr au niveau intestinal, mais c'est vrai également beaucoup plus largement sur l'ensemble de l'organisme, avec des effets qui sont visibles à distance sur les fonctions immunitaires de l'ensemble de l'organisme. Un rôle de protection vis-à-vis des pathogènes, notamment des pathogènes intestinaux, par différents mécanismes, notamment en entrant en compétition avec ces pathogènes pour des nutriments, pour des récepteurs, ou encore par la production de bactériocines par les bactéries de l'intestin elles-mêmes. Ces bactériocines, ce sont des sortes, là encore, d'antibiotiques naturels qui vont agir sur les pathogènes. Et puis aussi, finalement, original ou inattendu que cela puisse paraître, le microbiote peut aussi agir sur notre cerveau par différents mécanismes sur lesquels on pourra revenir plus tard si vous souhaitez poser des questions. Ce microbiote intestinal, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il va être sous l'influence à la fois de notre génétique, notre immunité, mais également sous l'influence des facteurs environnementaux auxquels on est soumis. Et lorsque l'on parle environnement et microbiote, en fait, on sépare en général les choses en deux grandes périodes. D'abord, il y a tout ce qui va se passer tôt dans la vie, dans les premiers jours, semaines, mois de vie, puisque lorsque l'on est in utero, comme vous le savez, il n'y a pas de bactéries dans l'intestin in utero, il n'y a pas de bactéries in utero, et on va rencontrer finalement les premiers micro-organismes à partir de la naissance. Et c'est en fonction de l'environnement microbien auquel on est exposé, les choses vont être différentes.
Et par exemple, c'est évidemment pas pareil d'avoir une naissance par voie basse ou par césarienne. On ne va pas du tout rencontrer les mêmes micro-organismes. De même, une alimentation maternelle ou artificielle va être également complètement différente. L'exposition à des antibiotiques tôt dans la vie ou tout simplement l'endroit où l'on vit, c'est évidemment pas du tout pareil en termes d'environnement microbien que de vivre en pleine ville ou dans une ferme à la campagne avec des animaux et un environnement microbien très différent. Et ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que ces premières interactions entre le monde microbien et l'immunité, notamment, sont absolument majeures pour l'éducation de notre système immunitaire et plus largement de l'ensemble de notre physiologie. C'est un petit peu comme si ces premières interactions entraînaient une empreinte sur notre physiologie et notamment notre système immunitaire. Et si cette empreinte est de mauvaise qualité, eh bien, ça peut aboutir à l'augmentation du risque de développer certaines pathologies, notamment liées à l'immunité, plus tard dans la vie. Néanmoins, tout n'est pas joué dans la petite enfance. Il y a tout ce qui peut se passer à l'âge adulte. Et quand on parle d'âge adulte, pour le microbiote, ça commence assez tôt. C'est vers l'ordre entre 3 et 5 ans qu'on a un microbiote adulte. Ce microbiote adulte va lui aussi pouvoir être influencé par beaucoup de facteurs environnementaux. L'alimentation, évidemment, les antibiotiques, évidemment, mais aussi tout un tas d'autres médicaments que l'on prend pour d'autres raisons et qui ont des effets sur le microbiote. Le type d'alimentation qu'on va avoir, notamment l'alimentation transformée, ultra transformée, avec les émulsifiants, les conservateurs et même les colorants. On s'est rendu compte que les colorants avaient des effets sur le microbiote. Tout ça va pouvoir jouer un rôle, perturber potentiellement le microbiote et ses fonctions, et donc avoir des conséquences sur l'autre. Pour ajouter une petite couche de complexité, tous ces phénomènes environnementaux sont modulés par la génétique de l'autre, et donc en fonction de sa génétique, on va aussi réagir différemment. Donc évidemment, si ce microbiote il a autant de fonctions importantes pour la physiologie, bien finalement, c'est assez logique de se dire qu'il peut jouer un rôle dans la pathologie s'il est altéré. Et donc aujourd'hui, on va parler de cancer. Donc, quand on parle de microbiote et de cancer, forcément, le premier cancer auquel on pense, c'est le cancer du côlon. Effectivement, assez rapidement, quand on a pu avoir les outils moléculaires pour décrire le microbiote intestinal, plusieurs études qui ont mis en évidence que le microbiote des patients avec cancer du côlon était altéré. Et notamment, ici, c'est une étude de 2014 qui fait participer d'ailleurs une équipe française de Henri Mondor. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une bactérie qui augmentait particulièrement dans le microbiote des patients avec cancer colique. Et cette bactérie, c'est Fusobacterium nucleatum. Vous avez ici une heatmap avec l'abondance de cette bactérie. On voit bien que les patients qui ont un cancer du côlon ont beaucoup plus de cette bactérie que les contrôles. Nous-mêmes, dans notre équipe, on a fait une étude chez des patients avec cancer du côlon soit sporadique, soit associé à une maladie inflammatoire de l'intestin. Et vous avez ici en rouge Fusobacterium. On voit très nettement que les patients avec un cancer sporadique du côlon ont une expansion absolument majeure de cette bactérie comparée au sujet sain où on identifie à peine la présence de cette bactérie. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les patients qui font un cancer du côlon sur une maladie inflammatoire de l'intestin, eux, n'ont pas une expansion particulière de Fusobacterium qui peut être présent à l'état basal chez ces patients, mais qui ne va pas s'expandre de manière aussi massive que ce que l'on observe ici dans le cancer du côlon sporadique. D'autres études ont également montré qu'il y avait une augmentation progressive, entre guillemets, de l'abondance de cette bactérie, de l'état normal vers l'adénome, puis le cancer, suggérant peut-être un lien de causalité. Donc, c'est évidemment la question suivante, c'est est-ce que cette bactérie ou le microbiote en général joue un rôle dans la pathogénèse du cancer, dans la carcinogénèse, ou est-ce que c'est finalement qu'un simple témoin de ce qui se passe? Et donc, dans ce cadre-là, il y a une étude qui, à mon sens, est une des plus belles études sur le rôle du microbiote en cancérologie, toute date confondue, qui a été publiée il y a quelques années dans Science. Dans cette étude, les auteurs ont analysé des métastases de cancer du côlon, des métastases à distance, et ils ont fait pousser les métastases pour rechercher des micro-organismes. Et ils ont observé, effectivement,
que des bactéries vivantes étaient présentes dans les métastases à distance de cancer du côlon avec du fusobacterium dans ces métastases. Ce que vous avez en bas, c'est l'analyse moléculaire, donc c'est du séquençage. Et donc là, on peut très bien imaginer qu'on a de l'ADN bactérien, mais finalement de bactéries qui sont mortes, qui sont plus viables. Eh bien, dans cette étude, les auteurs ont montré qu'il y avait des bactéries vivantes dans les métastases, et notamment du fusobacterium. Ensuite, l'étape suivante, ça a été de montrer, d'observer que, donc ils ont cherché à évaluer si cette bactérie avait un effet effectivement fonctionnel ou pas dans le processus. Et donc, ils ont fait des xénogreffes à partir de tumeurs de patients qui étaient porteuses ou non de la bactérie Fusobacterium. Donc ici, vous avez une de ces expériences avec un traitement par un antibiotique, le métronidazole, qui est actif contre Fusobacterium. Et donc, vous voyez ici qu'en utilisant cet antibiotique, eh bien, on ralentit la croissance tumorale, suggérant effectivement que la bactérie joue un rôle dans la progression de la tumeur. Et ces résultats, eh bien, ils ont été observés de manière répétée et il a été observé et confirmé que l'utilisation du métronidazole diminuait effectivement la charge dans cette bactérie Fusobacterium et également la prolifération cellulaire. Donc, on va passer à un autre rôle du microbiote en médecine et en cancérologie, c'est le rôle très important en pharmacologie. Donc, quand on prend un médicament actuellement, le plus souvent, on se dit que ce médicament va agir sur une cible thérapeutique qui est présente chez l'hôte, mais on oublie qu'il peut y avoir d'autres acteurs dans l'effet du médicament, et un de ces acteurs potentiels, c'est le microbiote intestinal. Notamment, ce microbiote peut transformer certaines molécules que l'on va prendre et les transformer en métabolites toxiques. Je vais vous donner un exemple qui est bien connu, c'est le rôle, la toxicité de l'irinotecan, le CPT11, qui est une chimiothérapie qui est très utilisée notamment pour des cancers digestifs. Donc, comment marche cette chimiothérapie? Eh bien, elle va être transformée, en fait, le CPT11, c'est une prodrogue qui va être transformée en molécule active qui s'appelle SN38. Ce SN38 va être détoxifié dans le foie via l'action d'une enzyme qui va transformer le SN38 en SN38G. Ce SN38G va être sécrété dans les voies biliaires et se retrouver donc dans le tube digestif où la molécule va rencontrer le microbiote intestinal. Ce microbiote, notamment via l'action de bêta-glucuronidase bactérienne, va retransformer le SN38G en SN38 actif, et ce SN38 va être responsable de la diarrhée, qui est bien sûr limitante pour l'utilisation de cette chimiothérapie. Je vais vous donner un deuxième exemple, qui est cette fois-ci le rôle du microbiote dans la désactivation ou l'inactivation plutôt d'un médicament. Je vais vous donner d'abord un premier exemple qui n'est pas de la cancérologie, mais qui est à mon sens très parlant. C'est un exemple en neurologie qui a été publié assez récemment. Comme vous le savez, nos collègues neurologues utilisent la L-DOPA pour le traitement de la maladie de Parkinson. Et cette L-DOPA, en fait, elle est inactive, mais elle passe la barrière hémato-encéphalique, elle va se retrouver dans le cerveau et être transformée en dopamine, qui est la molécule réellement active dans la maladie de Parkinson, par une enzyme qui est exprimée dans le cerveau, l'enzyme qu'on va appeler AADC. Le problème, c'est que cette enzyme AADC, elle est aussi présente et exprimée en périphérie. Et donc, il y a une partie de cette L-DOPA que l'on prend qui va être transformée en dopamine. Mais cette DOPA, elle ne peut pas atteindre le cerveau. Et en revanche, elle peut être responsable d'effets secondaires. Donc, nos collègues neurologues utilisent depuis longtemps déjà un inhibiteur de cette AADC, que vous connaissez peut-être sous le nom de carbidopa, pour éviter cette transformation périphérique. Néanmoins, malgré l'utilisation de la carbidopa, il y a plus de 50% de la L-DOPA qui n'atteint pas le cerveau et on a une efficacité et une tolérance qui est extrêmement hétérogène d'un patient à un autre. Donc, il y a une équipe américaine qui s'est posé la question du rôle potentiel du microbiote
pour expliquer cette hétérogénéité. Et ce que les auteurs ont identifié, c'est qu'effectivement, il y avait une première enzyme dans une bactérie qui s'appelle Enterococcus faecalis, qui est très fréquente dans le microbiote intestinal humain, qui est capable de transformer la L-dopa en dopa. Et il y a même une autre bactérie qui s'appelle Egertella lambda, qui est capable de transformer cette dopa en M-tyramine. Qu'est-ce que les auteurs ont fait? Puisque là, c'était uniquement des analyses in silico, entre guillemets. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis de la L-dopa en présence de selles humaines, d'une vingtaine de sujets, comme vous voyez, et ils ont incubé avec les selles et ont mesuré, avec une analyse métabolomique, les produits potentiels de dégradation de la L-dopa. Et donc, vous voyez que d'un sujet à un autre, c'est extrêmement variable. Vous avez certains sujets qui ne vont pas du tout transformer la L-dopa et d'autres, au contraire, qui vont transformer la L-dopa en dopamine, voire en M-tyramine de manière absolument majeure, ce qui pourrait jouer un rôle donc, dans cette hétérogénéité. Ils ont designé un inhibiteur de cette première enzyme bactérienne et ont évalué son efficacité. Donc, pour cela, ils ont traité des souris qui étaient colonisées par Enterococcus faecalis avec de la L-dopa, de la carbidopa et cet inhibiteur de l'enzyme bactérienne. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'en utilisant cet inhibiteur de l'enzyme bactérienne, eh bien, il y avait une biodisponibilité ou des taux, en tout cas périphériques, bien plus élevés de L-dopa que chez les animaux qui ne recevaient pas cet inhibiteur, suggérant que, effectivement, le microbiote va pouvoir jouer un rôle dans la dégradation, la biodisponibilité et potentiellement les effets secondaires et thérapeutiques de la L-dopa. Alors, qu'en est-il en cancérologie? On a un autre exemple en cancérologie qui est celui de la gemcitabine dans le cancer du pancréas. Comme vous le savez, cette chimiothérapie est utilisée donc dans le cancer du pancréas. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la gemcitabine, eh bien, elle peut être métabolisée par certaines bactéries. Et donc, des auteurs se sont posé la question en 2017 de savoir si les bactéries ne pouvaient pas être impliquées dans la résistance à la gemcitabine. Et donc, pour cela, ils ont analysé des tissus pancréatiques de cancer du pancréas humain, et ils ont d'abord recherché s'il n'y avait pas des bactéries qui étaient identifiables. Et effectivement, comme vous le voyez ici avec un marquage du lipopolysaccharide ou un marquage CESS tout simplement, eh bien, vous voyez que dans le tissu tumoral, on a des bactéries ici qu'on voit en rouge. Et d'ailleurs, si on fait une analyse sur un grand nombre de sujets, eh bien, on voit effectivement qu'on a une charge bactérienne qui est très nettement supérieure chez les patients qui ont un cancer du pancréas comparé à des sujets contrôle. Et ces bactéries, ce sont essentiellement des protéobactéria, donc des bactéries qui sont proches de Escherichia coli, qui est assez logique, puisqu'on peut imaginer que ces bactéries, elles vont venir du tube digestif supérieur et peut-être avoir une colonisation comme ça par voie rétrograde. Et dans le tube digestif supérieur, on a quand même beaucoup plus de bactéries aérobies, comme les Escherichia coli, et beaucoup moins de bactéries anaérobies. Donc, les auteurs ont utilisé un modèle de cancer colorectal sous-cutané chez la souris, et ils ont eu un cancer, ils ont eu des cellules cancéreuses, une tumeur qui était positive, donc porteuse d'un Escherichia coli capable de métaboliser la gemcitabine. Et donc, dans ce contexte-là, la gemcitabine n'avait que très peu d'effet sur la progression tumorale. Inversement, lorsqu'ils ont donné, en plus de la gemcitabine, un antibiotique, en l'occurrence la ciprofloxacine, qui est capable de tuer Escherichia coli, eh bien là, vous voyez que vous restaurez un effet tout à fait majeur de la gemcitabine. Et donc, de là est survenu ce modèle dans lequel, finalement, on a des entérobactéries, notamment peut-être des Escherichia coli, dans les tumeurs pancréatiques, en tout cas un certain nombre d'entre elles. La gemcitabine utilisée dans ce cas-là va être en fait dégradée sous une forme inactive, et ce qui va rendre donc la tumeur résistante, avec comme stratégie potentielle d'utiliser des antibiotiques pour cibler ces bactéries. Le microbiote, toujours en pharmacologie, eh bien, il peut aussi agir sur finalement la manière dont le médicament va agir sur sa cible thérapeutique. Bien sûr, vous connaissez tous, et bien mieux que moi d'ailleurs,
les mécanismes d'action des immune checkpoint inhibiteurs comme les anti-PD1 ou anti-CTLA4. Et donc, ce sont des effets sur le système immunitaire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait maintenant depuis un certain nombre d'années que le microbiote joue un rôle important dans la réponse immunitaire en général. Et donc, certaines personnes, notamment des Français, se sont posé la question du rôle potentiel du microbiote dans la réponse à ces immune checkpoint inhibiteurs. Et donc là, ici, c'est une étude de l'équipe de Laurent Zidvogel qui a exploré ce phénomène. Et donc, dans des modèles souris, les auteurs ont montré que l'utilisation d'antibiotiques diminuait de manière assez nette l'efficacité de l'anti-PD1, en l'occurrence ici, c'est un modèle de mélanome chez la souris, et l'anti-PD1 diminuait, perdait en grande partie son efficacité comparé à ce qui était observé chez des souris qui ne recevaient pas d'antibiotiques. Chez l'homme, ici, c'était un pool de patients traités par différents types de cancers, cancer pulmonaire non à petites cellules, cancer rénal, urothélium. Et de manière rétrospective, les auteurs ont regardé la réponse aux immune checkpoint inhibiteurs en fonction d'un traitement par antibiotique. Et effectivement, les patients qui étaient traités par des antibiotiques avaient une efficacité bien plus faible de l'immunothérapie, avec une durée de survie qui était plus courte. Donc, très bien, on voit une corrélation, une association, mais maintenant la question c'est de savoir si ces altérations du microbiote avec les antibiotiques jouent réellement un rôle dans la réponse au traitement, ou est-ce que c'est uniquement de la corrélation. On a déjà là des éléments suggérant qu'il y a un lien de causalité chez la souris, mais c'est un lien juste avec l'utilisation d'antibiotiques. Donc ici, ce que des auteurs américains ont fait, c'est qu'ils ont pris le microbiote de patients répondeurs en bleu ou non répondeurs en rouge à l'immunothérapie, et ils ont utilisé ce microbiote pour coloniser des souris germ-free, donc des souris sans microbiote intestinal. Et ensuite, les souris ont reçu un mélanome, ont reçu une injection de mélanome, et enfin, elles ont été traitées par anti-PD1. Ce que les auteurs ont observé, c'est que les souris ayant un microbiote de répondeur répondaient effectivement mieux à l'immunothérapie que les souris ayant un microbiote de non-répondeur. Question suivante, est-ce que c'est le microbiote en général ou est-ce qu'il n'y a pas des bactéries particulières qui sont impliquées dans cette réponse à l'immunothérapie? Ici, c'est un travail d'une équipe française qui a essayé de répondre à cette question. Ils ont analysé le microbiote de patients avec mélanome métastatique traités par anti-CTLA4. Et ils ont analysé ce microbiote avant le traitement par l'immunothérapie. Ils ont identifié et ils ont comparé le microbiote de ceux qui allaient répondre versus ceux qui n'allaient pas répondre ou mal répondre à l'immunothérapie. Ils ont identifié ainsi 4 bactéries qui étaient différentiellement présentes entre les bons répondeurs et les mauvais répondeurs. Et vous voyez ici, par exemple, que les patients ayant une survie globale supérieure à 18 mois avaient des taux de cette bactérie, ici Faecalibacterium prusnitii, beaucoup plus élevés que les patients qui répondaient qui avaient une survie beaucoup plus courte. Donc, par une autre approche, toujours à partir des mêmes données, les mêmes auteurs ont réalisé des clusters, donc des regroupements de patients selon leur microbiote, et ce de manière non supervisée, c'est-à-dire qu'en gros, on demande à l'ordinateur de regrouper les patients en fonction de leur microbiote, de microbiotes qui se ressemblent. Donc là, les auteurs ont observé 3 clusters, A, B et C, et là encore, ils ont essayé de voir quelle était l'efficacité de l'immunothérapie en fonction de ces clusters. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les patients qui étaient dans le cluster A, c'est-à-dire ici la courbe noire, avaient une survie bien meilleure que ceux qui étaient dans les autres clusters. Et là encore, ce que l'on voit, c'est que le cluster A, il est caractérisé par une forte abondance de cette même bactérie, Faecalibacterium prusnitii. Autre étude qui pose exactement la même question, sauf qu'ici, on est avec des anti-PD1, mais toujours dans le mélanome métastatique. Le microbiote de patients répondeurs ou non-répondeurs qui est analysé avant de commencer, bien sûr, l'immunothérapie. Donc, ici, on voit que les non-répondeurs en rouge ont un microbiote qui est différent des répondeurs en bleu.
En quoi est-ce qu'il est différent? Il est différent en termes de diversité. Les patients qui sont non-répondeurs ont une diversité du microbiote plus faible que les répondeurs. Et d'ailleurs, si on stratifie les patients en termes de diversité, avant de commencer le traitement, entre ceux qui ont une diversité haute de leur microbiote ou ceux qui ont une diversité intermédiaire ou basse, eh bien, on voit assez nettement que ceux qui ont une diversité élevée vont avoir une meilleure réponse. Maintenant, si on compare la composition du microbiote entre ces répondeurs et ces non-répondeurs, eh bien, on obtient ce résultat. Et ici, vous avez un certain nombre de bactéries qui sont augmentées chez les répondeurs et ici, des bactéries qui sont augmentées chez les non-répondeurs. Donc, vous avez différents groupes bactériens qui sont indiqués ici, mais la première espèce bactérienne qui sort comme étant significativement augmentée chez les répondeurs, c'est à nouveau Faecalibacterium prausnitii. Et donc, ça se traduit ici sur cette figure. Vous voyez que les patients qui ont une abondance élevée de cette bactérie vont avoir une bien meilleure réponse que ceux qui ont une abondance plus faible. Donc ici, c'est 3 études indépendantes qui rapportent finalement un résultat similaire, qui consiste à dire que les patients ayant un taux élevé de Faecalibacterium prausnitii vont mieux répondre à l'immunothérapie que les autres. Il y a d'autres bactéries qui ont été associées à la réponse à l'immunothérapie, notamment Akkermansia mucinifila. Et entre Akkermansia mucinifila et Faecalibacterium, on a la grande majorité des signaux bactériens qui ont été identifiés comme étant associés à la bonne réponse à l'immunothérapie. Alors maintenant, on a ces patients et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces patients qui ont finalement un microbiote altéré et peut-être et donc une mauvaise réponse à l'immunothérapie. Donc là, on peut essayer d'intervenir finalement sur le microbiote lui-même. Et donc pour cela, on peut utiliser notamment la transplantation de microbiote fécal. Alors en quoi ça consiste la transplantation de microbiote fécal? Ça consiste tout simplement, hein, entre guillemets, à remplacer un microbiote qui est altéré, dont on pense qu'il va jouer un rôle dans une maladie ou dans la réponse à un traitement, par le microbiote d'un sujet sain, bien sûr en espérant avoir des effets thérapeutiques. Aujourd'hui, la seule indication en pratique de ce type de traitement, ce sont les infections multirécidivantes à Clostridioides difficile. Ici, vous avez la première étude qui a démontré de manière assez spectaculaire l'efficacité de cette approche, publiée dans New England il y a presque 10 ans maintenant. Donc, des patients qui recevaient soit le traitement classique, c'est-à-dire de la vancomycine. Ici, ce sont 2 groupes qui ont reçu de la vancomycine. Et donc, dans ces formes multirécidivantes, ce traitement a une efficacité de l'ordre de 20 à 30%. Et effectivement, ce sont des résultats qui sont observés. Vous voyez que les patients qui ont reçu 1, voire 2 transplantations fécales avaient une efficacité de l'ordre de 80 à 90% chez ces patients avec des formes multirécidivantes. Ici, c'est une autre étude récente qui est rétrospective, mais qui a parié avec un score de propension et qui montre que non seulement c'est plus efficace que les antibiotiques, la transplantation fécale, mais en plus, ça diminue la mortalité. Vous avez ici la survie des patients qui sont traités par antibiotiques. Et vous voyez une survie à 3 mois qui est de l'ordre de 50%, alors que dans le groupe des patients qui ont reçu une transplantation fécale, il n'y a quasiment pas de mortalité. Et je dois dire que notre expérience au quotidien, donc on fait des transplantations fécales dans ces indications vraiment de manière très fréquente maintenant, c'est quasiment 100% d'efficacité. Hein. C'est en tout cas plus de 9 patients sur 10 qui sont guéris dès la première transplantation fécale, avec une très bonne tolérance et vraiment pas de problème de sécurité particulier. Toutes les autres indications de transplantation fécale, je devrais dire plutôt les autres indications potentielles, eh bien, c'est de la recherche et ça ne peut pas être fait comme ça de manière un petit peu à la demande. Et d'ailleurs, on a beaucoup de patients qui nous sollicitent pour des transplantations fécales pour un peu tout et n'importe quoi en termes de pathologie. Malheureusement, on ne peut pas accepter de faire ces transplantations dans ces contextes-là parce que ça reste un geste qui n'est pas anodin et qui peut être associé avec des risques. Et
Et donc, on ne peut le faire que dans cette indication. Parfois, on le fait de manière compassionnelle. Dans certaines autres indications, on pourra en discuter. Donc, une des possibilités, donc, c'est de se dire, on a des patients qui ont un microbiote qui est altéré, qui fait que potentiellement les patients vont moins bien répondre à l'immunothérapie. Est-ce qu'on ne peut pas leur faire une transplantation fécale avec le microbiote de répondeur, si possible, pour voir si on ne peut pas améliorer la réponse à l'immunothérapie chez ces patients. Et donc ici, il y a 2 essais, des essais ouverts avec des faibles nombres de patients qui ont été faits pour évaluer si la transplantation fécale, en utilisant du microbiote de répondeur, ne pouvait pas améliorer la réponse à l'immunothérapie chez des patients qui étaient réfractaires justement à l'immunothérapie pour le mélanome. Et ici, donc, vous avez les 2 études en question qui ont été publiées dans Science fin 2020 et tout début 2021. Vous voyez, 10 patients à gauche, 15 patients à droite, des protocoles d'administration relativement différents, mais dans les 2 cas, un signal positif avec 3 patients sur 10 qui récupéraient une réponse à l'immunothérapie à gauche et 6 patients sur 15 qui avaient un bénéfice clinique jugé par les auteurs à droite. Dans la 2e étude, il y a eu en plus une analyse mécanistique qui a été, enfin, en tout cas translationnelle, qui a été poussée assez loin. Et donc, les auteurs ont observé qu'il y avait un certain nombre de cytokines, de chémokines qui étaient diminuées après transplantation fécale chez les répondeurs, dont notamment MCP1, l'interleukine 8, l'interféron, l'IL-12. Ils ont aussi observé que là encore, on retrouvait Faecalibacterium prausnitzii comme associé à la réponse. Voilà. Bien sûr, c'était 10 patients, donc ça reste, ou 15 patients, pardon, dans cette étude, donc ça reste un nombre extrêmement faible, c'est pas randomisé, pas contrôlé, et donc ce type de résultat doit être confirmé. Et il y a plusieurs études qui sont en cours pour tenter de confirmer ces résultats. Voilà. Néanmoins, on pourra en reparler aussi à la fin. C'est sûr que ça reste quand même assez compliqué de faire de la transplantation fécale dans ce type de contexte, notamment si on veut en plus des selles de patients qui sont répondeurs à l'immunothérapie. Il faut probablement faire plusieurs administrations, en tout cas dans ces protocoles, c'est ce qui a été fait et c'est peut-être même pas encore suffisant. Donc, on peut se poser la question de savoir si finalement, ça ne serait pas intéressant d'aller vers ce qu'on appelle des probiotiques de nouvelle génération, ou Live Biotherapeutics Product en anglais, donc des approches beaucoup plus contrôlées, où on va prendre 1, 2, 3, 4 bactéries issues de l'intestin qu'on a bien caractérisées, qu'on peut mettre dans des cellules, et qu'on va pouvoir donner cette fois-ci de manière beaucoup plus large, si besoin de manière chronique au cours d'un traitement, pour améliorer la réponse au traitement. Donc, dans ce contexte-là, il y a une étude qui est sortie extrêmement récemment, il y a quelques jours, qui se posait une question connexe, pas directement, en tout cas la première question posée n'était pas en association avec l'immunothérapie, c'était de savoir s'il ne pouvait pas y avoir un effet intrinsèque de certaines bactéries vis-à-vis du cancer. Et donc, ils ont commencé par s'intéresser au cancer du côlon, hein, pour des raisons évidentes, et ils ont d'abord repris une analyse, ils ont fait une sorte de méta-analyse d'un certain nombre de publications qui avaient été faites comparant le microbiote de patients avec ou sans cancer du côlon. Et parmi les bactéries qui diminuent chez les patients qui ont un cancer du côlon, il y en a un certain nombre, et notamment, il y en a quelques-unes ici qui ont été sélectionnées, notamment Roseburia, alors celle-là, je ne sais plus comment elle s'appelle, en tout cas son nom c'est Ali, et puis on retrouve là encore, vous voyez, Faecalibacterium prausnitzii. Et donc, ils ont administré ces bactéries, alors soit les 4 bactéries ici en cocktail, soit une par une, dans un modèle hétérotopique de cancer colorectal, donc injection de cellules MC38. Et vous avez ici la croissance tumorale. Donc, par rapport au contrôle, vous voyez que ces 4 bactéries, qu'elles soient seules ou associées, eh bien, elles vont ralentir de manière très nette la croissance tumorale. Et vous avez ici le même résultat sur la croissance tumorale. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'article, ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont testé, alors cette fois-ci, que le mélange des 4 bactéries qu'ils appellent CC4 dans d'autres tumeurs solides
des modèles de cancer du poumon, de cancer du sein, et à chaque fois, ils ont observé une réponse vis-à-vis du cancer. Euh, et, euh, et ils ont également montré que cet effet était relié en tout cas probablement relié à l'infiltration des tumeurs par des lymphocytes TCD8 qui produisent de l'interféron. Donc, pour finir, une des complications majeures de ces immune checkpoint inhibiteurs, comme vous le savez, ce sont les entérocolites, qui sont de fréquence variable en fonction du type, plus fréquentes avec les anti-CTLA4, un peu moins fréquentes avec les anti-PD1, qui vont avoir des délais d'apparition variables, plutôt 1 mois après la première injection dans les anti-CTLA4, plutôt 2 à 4 mois après les anti-PD1. Et on va pouvoir traiter, on traite ces patients en fait comme une poussée de maladies inflammatoires de l'intestin. Notamment on utilise les corticoïdes qui sont efficaces dans plus de 80% des cas, mais pas dans 100% des cas. Et donc d'ailleurs, dans les autres cas, on va utiliser des anti-TNF-alpha, voire d'autres molécules qui sont utilisées dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont demandé si là aussi le microbiote ne pouvait pas jouer un rôle, puisqu'on sait que ce microbiote il joue un rôle dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Il y a des données qui suggèrent également un rôle de ce microbiote dans la toxicité de ces immune checkpoint inhibiteurs. Et donc, là encore, les auteurs ont essayé chez des patients réfractaires, ici c'est donc une série de deux patients, hein, c'est un petit nombre, publié il y a 2-3 ans dans Nature Medicine, des patients qui étaient réfractaires un patient ici, réfractaire aux corticoïdes, qui avait reçu 2 doses d'infliximab, donc un anti-TNF, une dose de vedolizumab, qui est un anti-intégrine qui bloque le recrutement des cellules immunitaires dans l'intestin. Et ils ont fini par faire une transplantation fécale. Et donc, vous voyez que vous avez les images de coloscopie, ça parle de soi-même. Hein. Donc, il y a une efficacité qui a été assez spectaculaire chez ce patient. Deuxième patient, assez proche, réfractaire aux corticoïdes, 2 injections d'infliximab, 3 injections de vedolizumab, et puis ce patient il a eu 2 transplantations fécales coup sur coup, avec là encore une très bonne efficacité. Bien sûr, hein, c'est évidemment impossible de conclure sur cette série de 2 cas, et encore moins sur les mécanismes, mais c'est vrai que c'est encourageant, et peut-être que dans des cas là aussi où on a des patients qui ne répondent pas aux immunosuppresseurs classiques, ce sont quand même des cas assez peu fréquents finalement, eh bien, à titre compassionnel, en tout cas aujourd'hui, on accepte de faire une transplantation fécale. On accepterait de faire une transplantation fécale. Donc, en conclusion, le microbiote intestinal, il est composé de milliards et de milliards de micro-organismes, principalement des bactéries, mais pas seulement. Comme vous l'avez vu, il y a aussi des champignons, des virus et autres. Il est sous l'influence de l'environnement et de notre génétique, notre système immunitaire. C'est un facteur clé pour notre physiologie, pour de nombreuses fonctions, dont les fonctions immunitaires, bien sûr. Et puis, ce microbiote, eh bien, il va jouer un rôle dans les maladies directement. Ici, il manque une flèche, en fait. Directement et aussi potentiellement indirectement via la génétique ou l'environnement qui vont impacter le microbiote avant d'avoir un effet sur la maladie. Et effectivement, un microbiote altéré peut jouer un rôle dans des pathologies, qu'elles soient intestinales ou extra-intestinales. En oncologie, je pense que le microbiote pourrait être utilisé pour guider le traitement, que ce soit pour des aspects d'efficacité ou de toxicité, comme biomarqueur. On a vu plusieurs exemples aujourd'hui. Il pourrait être utilisé également comme cible thérapeutique. Par exemple, on peut imaginer éliminer une bactérie oncogénique ou éliminer une bactérie qui va inactiver une chimiothérapie. Pourquoi pas comme un adjuvant thérapeutique, notamment, c'est ce qu'on a discuté sur les immune checkpoint inhibitors,
avec ces exemples en termes de transplantation de microbiote fécal. Mais à mon sens, l'avenir, ça va plutôt être l'utilisation de bactéries, soit isolées, soit de mélanges de bactéries, mais qui soient vraiment contrôlées et qu'on puisse administrer de manière beaucoup plus simple à de nombreux patients. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous avez ici les différents collègues avec qui on travaille sur tous ces aspects, et notamment des collègues oncologues, plutôt sur des aspects cancer digestif, bien sûr. Et puis, un mot pour vous dire qu'il existe maintenant le centre de transplantation fécale de la PHP que je coordonne, qui est situé à l'hôpital Saint-Antoine, qui peut fournir des préparations pour transplantation fécale pour traiter les infections multirécidivantes à Clostridioides difficile. Donc, si vous avez ce type de patient, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. On peut soit faire la transplantation fécale dans notre centre, soit vous envoyer les préparations pour que vous la fassiez dans votre centre à vous. Et puis, bien sûr, on cherche des donneurs pour la transplantation fécale également. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, professeur Sokol, pour votre intervention. On a déjà 4 questions là que je vais me permettre de vous poser. Donc, il y a Gilles Lallemand, là, qui est le rédacteur en chef du Bulletin du cancer, la revue qui est publiée par la Société française du cancer, qui demande si l'AFMT peut-il être utilisé chez l'humain pour améliorer l'effet de la L-Dopa sur les patients à Parkinson. Alors, aujourd'hui, on n'en sait rien. L'idée, c'est en fait, pour la L-Dopa, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne approche, parce qu'en fait, ce que l'on voudrait, c'est plutôt enlever un composant bactérien qui transforme la L-Dopa en Dopa. Donc, effectivement, la transplantation fécale, on peut imaginer que ça soit une possibilité, mais l'approche qui est développée par les collègues américains, elle paraît encore plus intéressante parce qu'il s'agit vraiment d'aller bloquer juste l'enzyme en question, finalement, et donc garder finalement de manière intacte le reste du microbiote. Merci. Alors, il y a une deuxième question, toujours par Gilles Lallemand, sur le rôle inhibiteur des antibiotiques sur anti-PD1. Est-il retrouvé, quel que soit le type d'antibio? Alors, effectivement, excellente question. On n'a pas de résultats vraiment très, très détaillés sur ce point, mais semble-t-il quand même, ce sont les antibiotiques qui ciblent les bactéries anaérobies intestinales qui sont les plus délétères, entre guillemets, sur la réponse à l'immunothérapie. Mais voilà, je prends vraiment des pincettes parce qu'on n'a pas de données suffisamment solides pour incriminer un antibiotique plutôt qu'un autre. Effectivement, c'est plutôt les antibiotiques qui visent les anaérobies ou qui touchent en tout cas les anaérobies. Merci. Alors, il y a une autre question sur Émilie Alouani, qui nous dit qu'il y a une recherche du docteur Saxena à New York dans le cancer du pancréas qui suggère qu'au contraire, l'antibiothérapie ralentirait la progression tumorale et augmenterait l'efficacité de l'immunothérapie. Qu'en pensez-vous? Serait-ce un organe spécifique? Oui, c'est une bonne question. Après, ça connecte avec l'autre aspect dont on parlait, et c'est là où les choses se compliquent. Donc, vous avez en fait le microbiote, certaines bactéries du microbiote, plus précisément, qui, semble-t-il, vont améliorer l'effet de l'immunothérapie. Et donc, je vous ai donné quelques noms, Faecalibacterium prausnitzii, Akkermansia. Faecalibacterium prausnitzii, c'est une des bactéries les plus fréquentes du microbiote intestinal humain normal, mais c'est aussi une bactérie très fragile, qui est une anaérobie et qui va se casser la figure très rapidement avec des antibiotiques, par exemple. Mais inversement, vous avez aussi des bactéries qui ont un rôle, alors soit protumoral, soit de dégradation de la chimiothérapie, et on a parlé des Escherichia coli, mais je vous ai parlé aussi du Fusobacterium, et donc on a un petit peu les deux effets. Donc, ce que l'on peut imaginer finalement, c'est que, et d'ailleurs ça peut être les deux en même temps, ou alors d'un cancer à l'autre, ça peut être différent. On a certaines bactéries qui ont des effets soit pro-oncogènes, soit des effets délétères sur la réponse à la chimiothérapie ou à l'immunothérapie. Et inversement, on a des bactéries qui sont bénéfiques, qui améliorent la réponse à l'immunothérapie. Donc, en fait, il y a les deux potentiels.
Et donc, si on se place, par exemple, dans l'exemple du cancer du pancréas, où il y a certaines bactéries qui vont manger la gemcitabine, là, la stratégie la plus évidente, c'est de donner un antibiotique pour essayer de détruire ces bactéries qui mangent la gemcitabine pour que la gemcitabine ait tout son potentiel de thérapie. Maintenant, si on donne chez ces patients en plus de l'immunothérapie, on va se retrouver avec un effet peut-être de compétition entre l'antibiotique qu'on donne contre la bactérie qui mange la gemcitabine et le fait d'aller altérer des bactéries qui, elles, favorisent la réponse à l'immunothérapie. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est avoir des traitements le plus ciblés possible sur des mauvaises bactéries, entre guillemets, tout en préservant les bonnes. Merci beaucoup. Gilles Almin repose une dernière question. Est-ce que les patients IT non-répondeurs sont testés pour leur microbiote? Alors, IT, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, Gilles, il faudrait que vous puissiez remettre votre micro. Les non-répondeurs. Oui. Ah, aujourd'hui, non. Les non-répondeurs à l'immunothérapie, pardon. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça ne se fait pas. En tout cas, ça ne se fait pas du tout en routine. Non, aujourd'hui, ça ne se fait pas. L'idée, ça serait, a priori, quand on a un patient qui est déjà non-répondeur, je dirais malheureusement, on a la réponse, c'est-à-dire qu'il est non-répondeur. Et voilà. À mon sens, l'intérêt à l'avenir, parce qu'il faut encore confirmer tout ça et voilà, valider des seuils, etc. Mais ça serait avant de commencer la chimiothérapie ou l'immunothérapie, de faire un test basé sur le microbiote. Alors, de toute évidence, sûrement pas un test très large, type séquençage au débit, où on va générer des milliards de data qui sont pour la plupart inutiles pour répondre à la question, mais ça sera plutôt des tests, à mon avis, beaucoup plus spécifiques, qui vont regarder l'abondance de 2-3 bactéries clés ou de gènes bactériens, comme les bactéries dont on a parlé tout à l'heure. Et avant de commencer le traitement, guider comme ça le cancérologue pour initier telle chimiothérapie ou telle autre, ou peut-être à l'avenir aller ajouter un supplément d'une bactérie X ou Y pour entre guillemets, compenser un défaut que le patient pourrait avoir. Merci à vous. Moi, j'aurais une autre question par rapport à ce que vous avez dit, enfin, à titre sur les risques de transplantation de matière fécale. Vous avez dit, alors les risques, c'est septicémie, Alors, en fait, les risques de transplantation fécale, c'est à la fois pas grand-chose et en même temps, c'est quelque chose de... c'est pas anodin. Aujourd'hui, si on fait la transplantation fécale dans les bonnes conditions, telles qu'on l'a fait, par exemple chez nous, dans le centre de transplantation fécale, eh bien, les risques sont extrêmement faibles, puisqu'on va screener les donneurs pour des bactéries multirésistantes, les bactéries pathogènes, les virus entériques, s'assurer que les donneurs sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas d'inflammation dans leur intestin. Enfin voilà, c'est une sélection qui est extrêmement lourde, bien plus lourde que pour les dons du sang. Ça n'a absolument rien à voir, c'est infiniment plus complexe. Et dans ces conditions-là, vis-à-vis de donneurs, déjà, on n'a pas de problème particulier. Ensuite, il y a le geste lui-même, qui en soi, normalement, ne pose pas beaucoup de problèmes. Ça peut être fait soit par lavement, soit avec une sonde nasoduodénale, soit avec des gélules, et on utilise aussi des gélules. Et sauf mauvaise pratique, notamment avec la sonde nasoduodénale, il n'y a pas de problème particulier. Le problème, c'est que, et il y a deux problèmes. D'abord, c'est que ce que je vous décris là, eh bien, ça ne se fait pas forcément toujours partout comme il faut. Alors, en France, j'ai bon espoir que ça se passe partout comme ça, mais par exemple, il y a eu, il y a quelques mois, aux États-Unis, 2 décès après transplantation fécale dans un essai thérapeutique. Et ces décès étaient liés à des transferts de bactéries multirésistantes chez des patients qui avaient une cirrhose et qui sont décédés. Et en fait, on s'est rendu compte a posteriori que les tests dont je viens de vous parler, notamment sur la recherche de bactéries multirésistantes, n'avaient pas été faits. Et donc, c'était une erreur humaine, entre guillemets. L'autre problème quand même qui reste, c'est qu'on a un recul qui reste modéré.
Et on n'est pas à l'abri de transmettre un truc que l'on ne connaît pas aujourd'hui. On est dans le pays de l'affaire du sang contaminé, donc on sait que c'est malheureusement le genre de choses qui peuvent arriver. On a maintenant quand même un recul qui est relativement important et on n'a pas vu ce genre de choses, mais ça reste un produit qui vient d'un corps humain et qu'on met dans un autre corps humain. Donc ce n'est pas anodin. Et il faut absolument encadrer cette pratique et deux, valider l'effet des traitements en question avant de la diffuser, parce que, comme vous le savez aujourd'hui, la communication grand public, elle dit un peu tout et n'importe quoi sur beaucoup de sujets, et notamment sur le rôle du microbiote intestinal, et on a un certain nombre de patients qui pensent qu'avec une transplantation fécale, on va les guérir de tout et n'importe quoi. Ça va du cancer à la leucémie, la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Et c'est sûr que c'est effectivement extrêmement compliqué d'avoir ces demandes. Et moi, personnellement, je reçois plusieurs dizaines par semaine et on est obligé de faire des courriers un peu types pour dire aux gens, non, on peut pas faire ça. D'accord, merci beaucoup. On a une autre question qui est arrivée sur le chat. Comment considérer le microbiote résidant dans certaines tumeurs, justement dans le PDAC? Pensez-vous que ça puisse être utilisé comme facteur de stratification des patients? Je pense que oui, mais alors là, vraiment, on est dans le je pense. Moi, je crois beaucoup plus. Enfin, les facteurs de stratification, à la limite, on peut avoir des facteurs de stratification sans comprendre pourquoi est-ce qu'ils stratifient. Donc, si on démontre qu'avec une analyse, le fait de retrouver telle bactérie, ça joue un rôle dans la réponse ou tel traitement, après tout, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. En médecine, malheureusement ou pas, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qu'on fait sans comprendre pourquoi on les fait. Et on sait juste que ça marche et ça nous suffit finalement pour soigner les gens. Donc ça, pourquoi pas? Mais peut-être de manière un petit peu naïve, je pense plus que si on comprend comment ça marche, on va pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace, notamment sur ces bactéries qui mangent la gemcitabine, par exemple. Si effectivement ça marche comme ça, eh bien, non seulement on va pouvoir identifier les patients qui risquent de moins bien répondre à la gemcitabine, mais en plus on va pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir agir sur des bactéries pour retrouver la réponse à la gemcitabine. Alors après, on a une autre question de Françoise Praz. Quelle est la stabilité du microbiote après la transplantation fécale? Donc oui, chez le receveur, effectivement, le microbiote, en fait, il va se retrouver dans un environnement complètement différent de son environnement initial. Et il y a un certain nombre de bactéries qui vont disparaître assez rapidement, d'autres qui vont persister. Dans les études qui ont été faites, y compris sur plusieurs années, on retrouve plusieurs années après la transplantation certaines bactéries qui viennent du donneur. Et donc l'impression qu'on a, c'est qu'il va y avoir une sorte de nouvel écosystème qui va se créer entre les microbiotes, les bactéries du donneur et les bactéries du receveur. Et en plus de ça, comme normalement, le microbiote ce qu'on espère, c'est qu'il ait un effet thérapeutique. Comme il y a un effet sur la maladie, et bien on se retrouve dans un nouvel état, finalement, au niveau de l'environnement du microbiote, qui va recréer, finalement, un nouvel équilibre avec les bactéries du donneur et du receveur. Mais effectivement, dans des maladies chroniques, par exemple, c'est assez peu probable, voire illusoire, d'imaginer qu'on va traiter ou guérir, entre guillemets, une maladie chronique avec une transplantation de microbiote. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, ce que l'on voit dans les maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, c'est que quand bien même on a un effet thérapeutique, il est transitoire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on veut imaginer un traitement, il va falloir répéter ces transplantations pendant des dizaines d'années, si on parle de maladies chroniques. Et évidemment, c'est absolument impossible d'imaginer traiter des patients qui ont des maladies fréquentes pendant des dizaines d'années avec des transplantations fécales répétées, parce que c'est extrêmement compliqué d'obtenir des selles de donneurs qui soient satisfaisantes pour la transplantation fécale. Ça peut être extrêmement cher. Et en plus de ça, c'est extrêmement variable. Même chez un même donneur, d'un jour sur l'autre, le microbiote change. Donc, si on imagine des transplantations, je ne sais pas, tous les mois, par exemple, pour un patient pendant des années, avec des donneurs différents, etc., honnêtement, c'est ingérable. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus logique, bien sûr, de faire ces essais de transplantation fécale pour comprendre comment ça marche, voir si le microbiote est potentiellement une cible intéressante dans une situation clinique donnée. Mais une fois qu'on a déterminé que le microbiote était intéressant comme cible thérapeutique ou comme acteur thérapeutique,
c'est beaucoup plus logique de se dire qu'on va aller identifier quelles sont les molécules ou les micro-organismes actifs et les administrer de manière beaucoup plus contrôlée. Et cette fois-ci, on va pouvoir le faire à des centaines de milliers ou à des millions de personnes si c'est nécessaire pendant autant de temps qu'il faut, parce que finalement, c'est juste une production industrielle. Je vous remercie. Et je me demandais, dans les maladies auto-immunes, justement, je pense à Alzheimer ou la maladie de Crohn, il n'y aurait pas une possibilité, justement, en amont, de pouvoir faire des transplantations comme ça pour éviter, on sait par exemple pour la Birmer, il y a peut-être 30% de chances que ça bascule en cancer de l'estomac. Est-ce qu'il y aurait une possibilité Alors, pour la maladie de Birmer, honnêtement, il n'y a aucune donnée à l'heure actuelle. Pour les maladies de l'estomac, on commence à avoir des données sur le microbiote gastrique, mais c'est encore très, très limité. Et en termes de transplantation fécale, on n'a pas. D'autre part, quand on est sur l'estomac, c'est peut-être pas le microbiote fécal qui est intéressant, c'est probablement un autre microbiote. Et là, c'est encore plus compliqué. Donc, on n'a pas encore ce genre d'éléments. Pour la maladie de Crohn, si, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, nous-mêmes, on a fait à ce jour la seule étude de transplantation fécale dans cette maladie qui montre un effet positif. C'est une étude de petite taille, une étude pilote, mais randomisée et contrôlée, qui montre un effet positif, notamment pour maintenir la rémission. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous avez une inflammation très forte au niveau de l'intestin, ce n'est pas forcément très logique d'aller se dire qu'on va aller apporter des sels qui sont quand même des bactéries, même si c'est des bonnes bactéries. Donc, la stratégie que nous, on a choisie, c'est d'abord de calmer l'inflammation avec des corticoïdes, et ensuite de faire la transplantation fécale pour maintenir la rémission. Et là, on a un signal qui est positif, même si c'est une petite étude. Et donc là, on essaye de faire des études de beaucoup plus grande ampleur pour confirmer ces résultats. Mais vu le contexte actuel, c'est assez compliqué de faire de la transplantation fécale, d'autant plus que la NSM nous demande des conditions pour les donneurs qui sont à la limite de la faisabilité. J'imagine. Alors là, il n'y a plus de questions sur le chat. S'il y a encore d'autres participants qui souhaitent en poser une, vous pouvez réactiver votre micro. On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Bon, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. Donc, on va pouvoir… en tous les cas, merci beaucoup, professeur Harry Sokol, d'avoir répondu à notre invitation. Et pour les parties, donc demain, en fait, je vais mettre sur notre chaîne YouTube ce Zoom là qui est enregistré. Si vous pouvez m'envoyer le PowerPoint aussi, ça je l'envoie que aux participants. Enfin, si vous êtes d'accord, s'il y a des slides à enlever, voilà. Et donc on vous attend pour la prochaine conférence qui aura lieu le 13 décembre à 18 h, donnée par le professeur Nicolas Bourdelle sur l'intelligence artificielle en chirurgie. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Et je vous envoie du coup un mail demain avec le lien. Ça marche. Voilà. Ça marche. Beaucoup. Au revoir.